Bon, il va falloir que je parle de K-pop Demon Hunters parce que sérieusement, si la chaîne d'une rélo avérée fan de drama asiatique ne parle pas de cette affaire, ça n'aurait aucun bon sens. Donc préparez-vous à refaire un tour d'ennemis à amants relativement réjouissant et dire à Disney et Lucasfilm à quel point ils foirent sans cesse la mise, alors que comme le chanteraient les Huntrix, ils ont de l'or à portée de doigt. Bonjour, bienvenue sur Décalé. K-pop Demon Hunters est un film d'animation américain produit par Sony et sorti tout récemment sur Netflix. Si vous êtes passé à travers, alors on va faire une impérative séance de rattrapage, car si vous me suivez pour mon contenu préféré, ce film est fait pour vous. Ça cartonne comme pas possible, bizarrement à la surprise générale, mais pas du tout à la mienne, se classant dans le top 10 de la chaîne Netflix sur plus de 93 pays, numéro 1 dans 26, et ayant déjà accumulé plus de 33 millions de vues en 2 semaines. Eh ben madame, le film est devenu rapidement viral sur les réseaux sociaux avec des extraits, gifs et même à commencer pour moi par celui qui semble avoir été créé tout spécialement pour ma chaîne avec son moment célébration du torse-poil. Et par ailleurs, comme c'est une comédie musicale, ce qui paraît évident au vu du titre, les morceaux de musique ont également vite trusté les charts jusqu'aux États-Unis, permettre aux boys bands fictifs du film, les Saja Boys, de battre les groupes BTS et Blackpink. Alors mettons-nous un peu à la place de Disney qui nous lâche flop sur flop au box-office, que ce soit dans les productions maison mère ou Pixar sur le côté animation, mais ne parlons pas des live-action, des derniers Marvel et Star Wars. Mettez-vous à la place de Disney, incapable de nous faire une chanson de qualité ou à défaut de réattirer le succès de Libéré Délivré qui date quand même de 2013. Bon, donc on va se demander pourquoi ce film marche et au passage analyser plein de choses sympas, ce que je serais bien en peine de vous faire chez notre copain le rat, ne nous leurrons pas. Alors avant de vous faire le pitch, une précision dont vous vous doutez peut-être, même si vous ne connaissez pas le film, ce qui est un tort. J'ai beau avoir annoncé que c'était un film américain et en effet tourné en anglais, ça reste quand même fondamentalement un projet coréen avec une réalisatrice et scénariste d'origine coréenne, Maggie Kang, qui n'a embauché que des Coréens pour les voix des acteurs. Ça se passe en Corée, ça s'appuie sur tout le fond de culture pop et de culture traditionnelle coréenne avec ses légendes et ses symboles. Ça utilise du coréen régulièrement dans les chansons, en plus du style K-pop. Bref, ça n'est pas le gloubi-boulga mondialiste que Disney nous sert jusqu'à la nausée. C'est ancré dans quelque chose de spécifique et paradoxalement, j'ai envie de dire, c'est ce qui rend l'histoire d'autant plus universelle et touchante pour un maximum de public. Paradoxalement, mais en fait non, ça illustre quelque chose dont je suis personnellement convaincue depuis longtemps et que je ne cesse de prêcher pour faire penser à la chanson des Saja Boys chaque fois que je remonte mes manches pour faire une sortie contre le wokisme qui va desservir en permanence ces nobles idéaux pourtant affichés. Le pitch, pour les relativement plus vieilles générations dont je suis, je vais vous résumer ça comme imaginer un mix entre J'aime et les hologrammes. Ah oui, je sais, ça sort de loin. Pour l'univers groupe et le côté archi coloré, Sailor Moon, Buffy et les vampires, pour la nana badass contre les démons et les histoires d'amour compliquées, auquel je rajoute un soupçon de Totoro pour le côté mystico-symbolique. Et puis sinon, pensez à la postologie Star Wars et vous verrez que les parallèles sont si nombreux que toutes les rélos en manque de contenu et d'oxygène se sont jetées dessus, les malheureuses dont je suis, comme un chameau égaré dans le désert en vue de la première oasis. Mais pour faire un peu plus précise dans le pitch, on a donc, comme dans Buffy, le besoin de trouver à chaque génération un groupe de guerrières dont les voix et la capacité à fédérer leur communauté va permettre de tuer et repousser les démons en créant un bouclier magique qui les empêche de venir collecter les âmes. Quand l'histoire commence, le relais est passé entre les mains de 3 jeunes filles d'aujourd'hui, Rumi, Mira et Zoé, chanteuses du groupe Huntrix, qui vont se trouver, alors qu'elles sont sur le point de parvenir à créer l'ultime bouclier doré qui scellerait pour toujours le monde des affreux démons et leur chef Guima, face à un ennemi auquel n'ont jamais eu affaire leurs prédécesseuses, un redoutable et ravageur boys band du nom de Saja Boys, constitué d'une bande de démons en commando dirigée par le Pachemo, c'est une litote Jin. Ajoutez à cela les failles et angoisses personnelles des jeunes femmes, et c'est un bon combo autour des idées habituelles de la bonne vieille soupe de affronte tes peurs, sois toi-même, l'union fait la force, et parce que c'est quand même un film à destination principalement d'un public féminin, le pouvoir de l'amour. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du pouvoir de l'amour et c'est drôlement rafraîchissant. De l'amour, oui, je le dis en lettres capitales, nom de nom, pas de gentillesse dans ta gueule Blanche-Neige, de gratitude dans ta gueule Lucasfilm, ou je ne sais quel prêcha sur la bienveillance, la tolérance et la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors, pourquoi ça marche, vu que ça n'a pas l'air d'être révolutionnaire ni casser 3 pattes à un canard laqué? Parce que si, justement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est révolutionnaire, il paraît, et c'est surtout que ça comble un vide qu'aucune production récente ne cherche à remplir
remplir, alors que visiblement, c'est ce que veut le public. Si je résume, surprise, du divertissement et pas des leçons de morale, du rêve avec des jolis décors, des jolies scènes, des acteurs beaux même si dessinés, des chansons entraînantes et pas moralisatrices, une histoire d'amour shocking et je reviens sur le point que je faisais précédemment, une histoire ancrée dans quelque chose de solide. Des thèmes universels et des traditions auxquels on ne vient coller aucune subversion de mes deux, un amour d'une culture dont on vend le soft power intelligemment, un respect du passé combiné harmonieusement aux envies et à la réalité de la modernité. Je crois que c'est ce dernier point qui est le plus important et qui est une des raisons pour lesquelles j'ai échoué depuis un moment dans le monde des séries asiatiques, le fait que même si le passé n'est pas toujours glorieux ou glamour, il y a un véritable respect pour des traditions millénaires. Un peuple qui n'aime pas ni ne protège pas son passé, sa culture, n'a aucun avenir. Et c'est ce qui m'attriste et m'inquiète profondément dans les productions occidentales de ces dernières années. Le révisionnisme historique, le présentisme de toujours juger le passé avec des concepts modernes, la critique permanente, l'amochissement, l'effacement du patrimoine, la focalisation sur les points problématiques, tout en refusant en même temps, pour reprendre une expression de notre cher président, n'est-ce pas, de rendre hommage au beau, au bien et à l'excellence de la culture française pour citer celle-là, ou occidentale par extension. Bref, chier sans arrêt sur le passé ne promeut pas un avenir meilleur. Donc pas de ça dans les séries asiatiques et pas de ça dans ce film qui fait donc ce que toute bonne série coréenne te fait d'habitude, et croyez-moi, j'en ai l'habitude, distiller la culture des maisons de bain, du ramen, de la cosmétique, de la serviette enroulée façon macaron Léa, le look des hajuma, la médecine tradie, tous ces petits éléments qui font que depuis l'Hallyu, soit la vague de diffusion de la culture coréenne à travers la K-pop et les K-dramas, il y a un véritable engouement pour tout ce qui touche à la Corée du Sud. Mais ça se fait aussi tout en rendant hommage à un fond culturel et symbolique, avec ses gobelins et ses fantômes aquatiques, des motifs artistiques comme le tigre et la pie, le panneau représentant le pouvoir royal, des vêtements traditionnels période Joseon ou Goguryeo, la culture du chamanisme, les émissaires de la mort, les arbres sacrés, etc. On voit passer plein de choses et je vais m'arrêter plus tard sur certains points que je trouve plus particulièrement intéressants. Et sinon, oui, les codes de la K-pop et du K-drama sont explorés, célébrés et respectés, ça nous change, le film jongle avec les clichés comme un gamin lâché dans une confiserie, que ce soit des emprunts à des clips, des chorés de groupes K-pop, l'évocation de la culture des idoles en passant par les jeux débiles que doivent se farcir les chanteurs et les acteurs, les chips ou les batailles de fans, mais aussi le côté drama, la scène de rencontre tarte à la crème avec filles maladroites, beau gosse pestouille, musique dégoulinante qui dans ce cas a servi dans un drama où jouait le beau gosse qui fait la voix du personnage masculin. Quand on connaît bien cet univers, on se régale au clin d'œil. Et peut-être que ça va amener certaines personnes qui ne connaissaient pas cet univers K-pop, K-drama à aller y jeter un coup d'œil, et ça m'arrange parce que c'est un des fonds de commerce de ma chaîne quand même. J'aimerais surtout insister sur le point que ça cartonne parce que ça fait du bien aux gens dans un monde morose où tu es matraqué par les mauvaises nouvelles tous les jours, et d'avoir quelque chose de si joli, coloré et plein de bons sentiments positifs, fille des critiques de potentiel rageux, comme je le répète, le répéterai encore et toujours, les gens ont plus que jamais besoin d'être enchantés. Or ce film est enchanteur. Il s'adresse à un public très large de 7 à 77 ans, dirait l'expression, mais ça fait appel à plein de choses régressives, comme le classique groupe de filles, comme dans Cat's Eye, Sailor Moon, Powerpuff Girls, Jinx ou je ne sais quoi, les costumes, les chansons, les scènes franchement comiques cartoonesques, les jolis garçons et la romance ennemi à amant où il ne se passe rien, j'y reviendrai aussi, avec ton classique ennemi invisible, et en même temps un adulte y verra plein de choses assez profondes et plein de contenus plus matures, en particulier dans le texte des chansons qui passeront bien sûr au-dessus de la tête des marmots qui ne risquent pas de voir tous les gros sous-entendus bien sexuels. Bon, partons sur les nombreux niveaux de lecture et l'analyse des symboles parce que c'est là que je m'amuse le plus, on va pas se mentir. Tout l'objet opère autour de nos vieux archétypes de base qui sont respectés proprement et pas traités comme une vieille serpillière, à commencer par le fondamental qui est celui chéri sur la chaîne du concept de yin et yang. Alors vous connaissez le topo normalement, mais voyons comment c'est décliné et le sens que ça peut aussi avoir un peu plus particulièrement en Corée. Qui dit yin et yang dit forcément opposition de notions binaires a priori irréconciliables mais qui sont complémentaires et nécessaires pour assurer l'harmonie d'un individu, d'un écosystème, d'une culture ou d'une nation. Et gardez en tête, au-delà des divisions explicites du film, le trauma personnel d'une nation divisée depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Les démons, le camp du mal, le leader suprême peuvent facilement évoquer la Corée du Nord face au camp du bien de la Corée du Sud qui essaie de se déployer un gentil bouclier pour se protéger
sujet de l'ennemi. Alors certes, on a maquillé ça sous un rituel qui dure depuis des centaines d'années, mais vous voyez quand même bien la métaphore. D'autant que le passage des âmes dans le monde des démons ressemble quand même bien à des tirs de missiles. Alors bien sûr, pour revenir à notre yin-yang de base, nuit et jour, froid et chaud, vie et mort, hommes et femmes, noir et blanc, patati patata. Alors on y go, nos héroïnes, quand du bien, habitent dans les hauteurs, que ce soit l'avion dans lequel elles font leur entrée ou leur appartement penthouse, incarnent la lumière contre les démons, quand du mal qui viennent des enfers souterrains et incarnent les ténèbres. Bataille finale, héroïne en blanc et méchant en noir, ça se plie tout seul comme un Oreo. Sauf que pas si simple moussaillon, complémentarité on t'a dit. Donc les héroïnes lumineuses font leur première apparition sur une scène nocturne et sont des tueuses qui manipulent les armes et à l'exception de Zoé sont plutôt d'un tempérament froid et relativement agressif, en plus codé couleur bleue qui est normalement une couleur de garçon. Tandis que les démons associés au rose, couleur de fille, font leur apparition en tant qu'humains en plein jour au soleil et se présentent comme des gentils garçons sympathiques et serviables. On se retrouve régulièrement avec des femmes associées à des tempéraments, des qualités agressifs et guerriers normalement codés masculins, alors que les hommes sont eux présentés comme plus féminisés dans leurs vêtements et leur comportement. Les Huntrix ont des paroles qui sont des hymnes de bataille dans leurs chansons, alors que les Saja Boys, dans leur première ritournelle, qui est Soda Pop, sont plutôt dans la bluette avec bébé et amour à tout va. Du coup, on a le classique, les contraires s'attirent, et la diade Rumi et Ginou, ou Rouginou, si vous voulez le chip, un classique ennemi à amant comme on les aime. Pourquoi ? Parce que comme dans le cocktail Relo, tu as ton héroïne à l'identité pas simple, pétrie de doutes, d'angoisse et de solitude, et qui plus est orpheline, qui doit vivre dans le mensonge et le secret de qui elle est vraiment, et que du coup, personne ne comprend, à part celui qui devrait être son ennemi, mais qui est lui-même torturé par ses angoisses et manipulé par un super méchant, et comme lumière et ombre s'attirent, et on nous en met un paquet comme dans Star Wars sur les citations ombre et lumière, à commencer jusque dans la playlist. Bref, elle voit la lumière en lui, qu'il avait trop honte de reconnaître et va permettre sa rédemption, alors qu'il lui apprend à accepter sa part d'ombre et à en faire sa force. C'est l'effet Vashkiri du yin-yang. Oui, le couple central symbolise ce concept, mais en fait, chacun des deux personnages est lui-même un yin-yang à part entière, ce qui est cohérent avec le symbole même du noir dans le blanc et du blanc dans le noir, et qui est la raison pour laquelle les deux personnes se reconnaissent au-delà des différences apparemment irréconciliables entre la tueuse de démons et le démon lui-même. Et c'est pour ça que dans cette opposition entre les Saja Boys et les Huntrix, finalement, on n'est pas dans une complète binarité radicale toute simple. Et oui, parce que ce serait trop facile que les démons soient juste le mal absolu, facilement identifiable et éliminable sans état d'âme, ce qui est justement le point de départ de la scène d'ouverture où les nanas font leur exposition en dézinguant à tout va sans scrupules et sans remords, des monstres tellement dans la légèreté et le fun que même les lois de la gravité en prennent un coup dans l'aile. Un monde bien manichéen et fastoche. Mais minute papillon, car c'est bien sûr le démon intérieur qu'il va falloir aller explorer et combattre avec chaque personnage torturé par ses propres doutes qui jusque-là étaient maquillés et cachés sous le tapis. Avec pour le personnage principal cette particularité qu'elle est un être double puisqu'elle porte elle aussi les marques spécifiques aux démons et comme une Darkrai qui avait été elle très mal exploitée, a l'air de devoir une partie de ses pouvoirs exceptionnels à un côté obscur qui se manifeste quand elle ne contrôle pas ses émotions. Mais bon, vivre à moitié, c'est ne pas vivre du tout, surtout quand on passe son temps à mentir aux autres et à soi-même, et notre personnage principal est en régression au début de l'histoire alors qu'elle perd sa voix et le sens de sa mission et de sa vie quoi. D'où l'intérêt du beau gosse qui, en miroir, va lui révéler que les choses ne sont pas si simples du côté de l'ennemi et grâce auquel elle peut enfin accepter sa part d'ombre et dans la foulée devenir une meilleure version d'elle-même, un classique, ma foi, éculé mais bien réjouissant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé comment la chanson que le groupe est censé écrire pour sa battle contre les Saja Boys se retourne en fait contre Rumi et la met d'emblée mal à l'aise car elle a conscience que les paroles s'appliquent à elle autant sinon davantage, du moins à son point de vue travaillé par les insécurités et la honte qu'à leurs adversaires. Alors bien sûr, l'origine story de Rumi est encore un champ non exploré et vous pouvez y aller de vos théories. Donc voilà les deux que je vous propose. Sa mère a été victime d'une malédiction vu qu'elle chassait elle-même les démons, ou alors elle aurait connu une relation d'ennemi à amant qui a donné cette petite fille. Perso, j'aime assez l'idée que Guami en personne pourrait être un bon candidat au rôle de papa, vu que la fille est apparemment la seule
dire qu'ils ne parviennent pas à manipuler et contrôler. Parce que comme Papy Palpatouche dans l'ascension de Skywalker, Gwami aime bien parler à plein de monde pour en faire ses toutous et joue sur la corde sensible des douleurs, honte, faiblesse des uns et des autres. Et c'est une voix intérieure, hein, il est ventriloque. Comme tout bon démon, quoi. Et d'ailleurs, même si tout l'univers des enfers du film baigne dans le folklore coréen tradit, j'ai trouvé que l'histoire avait beaucoup repris du fond chrétien dans l'exploration du péché, en particulier si on s'intéresse de plus près à la bourrée de sous-entendus chansons Ton idole, qui est la dernière chanson du boys band. Alors soit que le film ait quand même été produit aux États-Unis, soit que la population chrétienne représente quand même 30% de la population sud-coréenne, ce qui n'est pas négligeable. En tout cas, c'est un point qui mérite d'être noté. Par ailleurs, on le perd forcément en français, mais la capitale de la Corée du Sud, Séoul, et Ham en anglais, Seoul, ont la même prononciation, ce qui ajoute une symbolique importante. Ce qui me conforterait dans l'idée de Papa Gwami, outre la résistance de Rumi face à lui, c'est aussi le fait que le film joue beaucoup autour de la jeune femme sur des symboles royaux. Dans le clip Golden, mais aussi dans le concours de musique, Rumi pose devant le panneau qui représentait le pouvoir royal à la période Joseon. On la voit sur un trône, manipuler une épée qui peut être identifiée comme Sangsum, l'épée forgée l'année du tigre et allouée aux gardes royaux, ou avec ses amulettes. Elle est associée à l'or, porte une longue date de princesse à marier et est la leaduse du groupe. J'ajouterais que l'identité mystérieuse et l'orphelinat sont un bon combo archétypal de princesse cachée, quand tu sais en plus que l'acteur qui double Gwami est le pachemo et charismatique Lee Byung-hun, celui-là même que vous connaissez peut-être comme l'affreux antagoniste principal et maître des jeux de Squid Game, vous sentez le potentiel. D'ailleurs, un ennemi à amant service complet aurait mis face à la jeune femme le roi des démons en personne, mais comme ce n'est visiblement pas le cas, alors la thèse papa ne serait pas déconnante et donnerait du conflit intéressant dans la deuxième partie. Ah oui, parce que ce serait ma critique principale, hein. S'il n'y a pas de suite, mes avis sont positifs, mais extrêmement réservés. Et je vais dire pourquoi assez simplement, la malédiction Ascension de Skywalker. Comme je vous l'avais dit, les parallèles s'enchaînent, avec une belle bagarre où la fille prend le dessus, un mec curieux et désireux d'en savoir davantage dans des rencontres qui évoquent les rencontres de nos loulous de l'espace, qui escalade très vite du premier je te défonce la gueule de la part de la fille à je te tiens la main et faisons cause commune, interrogation sur l'espoir, chifou panette avec la fille qui n'a pas pris la bonne approche pédagogique en se drapant dans un tissu de mensonges, le mec qui retourne au côté obscur, parle dans sa chanson de convertir la fille à son univers, le tout pour se sacrifier lamentablement dans sa rédemption pour la laisser affronter le boss final. D'ailleurs, je tiens à dire qu'avant les Saja Boys, il y eut Kylo et les Chevaliers de Rennes et que je les verrais parfaitement pousser la chansonnette et demander à Rey de plonger dans les boules. Et du coup, de voir le mec disparaître comme Benichou ne m'a pas envoyé des ondes positives, je vous le dis tout de suite, surtout pour que quelques instants après, Bichette se tape des barres de rire dans la rue avec ses copines comme si de rien n'était. Et pour le coup, même si K-pop est plus joli à regarder, c'était Relo 1 et K-pop 0, vu qu'au moins, l'ascension de Skywalker nous a donné un bisou, et que Chi, dans K-pop Demon Hunters, pas même l'aumône d'un bec de gamin dans ce film, en dépit des paroles très tendancieuses des chansons des Saja Boys. Des promesses, toujours des promesses. Quoi. Et là, vous me voyez venir sans passer par la Lorraine avec mes sabots. Si ça s'arrête là, alors je suis contre. Mais d'une part, je pense que le film s'est laissé suffisamment de marge de manœuvre pour une deuxième partie. Et d'autre part, il y a plein d'indices laissant penser que contrairement à Benichou en l'état actuel, les tteokbokki ne sont pas complètement cuits pour Jinou Chouchou. Qu'est-ce qui me fait dire ça? J'ai bouffé suffisamment de scientia chinois pour savoir que la mort n'est pas toujours définitive dans les trucs magiques. Mais surtout, le film passe beaucoup de temps à nous montrer deux animaux symboliques qui font le lien entre Rumi et Jinou, et bien sûr je parle du tigre et de la pite qui sont une vraie réussite dans ce film, et qui sont a fortiori les plus hermétiques quand tu ne connais pas le folklore coréen. Je pense qu'il n'est pas trop dur par contre de les voir, même pour nous, comme des messagers psychopompes, c'est-à-dire ceux qui guident les âmes, parce que ça nous est littéralement montré, ils viennent du monde des démons, passent à travers les murs, délivrent les messages de Jinou à Rumi, et puis qu'à la fin, ils finissent par devenir un peu les anges gardiens de la fille, tout ce qui restera du mec en absentio. Ce qui fait que ça maintient quand même un petit peu le mec dans l'histoire à travers les animaux qui lui sont associés. Les animaux sont même la dernière image du film et une image lourde de sens car le tigre et la pie apparaissent en plein jour en hauteur et perchés sur un poster des filles où trône le mot comeback. Suite des aventures des filles, certes, mais fort logiquement retour surtout du perso masculin qui paraît un peu trop vite oublié. D'autant que si Jinou a envoyé des messages à Rumi, le tigre aura transmis peu avant le
concert final un élément important qui est l'amulette que lui avait donné Rumi, une amulette à 2 couleurs imbriquées, yin et yang donc, et qu'on ne revoit pas, mais dont on peut imaginer qu'elle peut servir de lien entre les 2 amants séparés, même après sa disparition. D'ailleurs, les amants séparés sont un thème qui marche très bien dans le folklore asiatique, avec la légende ultra célèbre de la tisserande et du bouvier, la fille d'un céleste amoureux d'un mortel, et qui se retrouveront séparés across the stars, tiens, ça me rappelle quelque chose, chacun d'un côté de la Voie lactée, n'ayant le droit de se rejoindre qu'une fois par an grâce à un pont magique formé par une nuée de pie, tiens. Alors, je rechausse mes sabots parce que d'abord, j'aime les ponts et ceux qui connaissent la chaîne le savent, et que la pie, on l'a déjà, je tiens à le dire, en sachant que ce moment spécial a donné lieu à une fête qui est l'équivalent de notre Saint-Valentin et qui se célèbre le 7 juillet. Je me dis même que si part 2 il doit y avoir, à la place des producteurs, moi je sortirais mon film ce jour-là, très précisément, le message serait parfaitement clair. Je trouverais ça joli, mais je sais pas s'ils vont vouloir surfer sur la vague assez rapidement ou chercher à foncer vraiment dans la symbolique. Par ailleurs, tant qu'on reste sur la pie, c'est un animal censé apporter des bonnes nouvelles et porter bonheur. Certes, son look de corneille à 3 yeux de Game of Thrones peut laisser songeur, mais notez surtout que dans son design, la pie est l'animal yin-yang par excellence, et les motifs sur l'oiseau ont été exagérés en ce sens parce que ça ressemble pas à ça une pie. Son compagnon le tigre, bien qu'ayant abusé du bleu de méthylène, n'en est pas loin non plus avec ses rayures noires tranchant sur la couleur plus claire. Accessoirement, le tigre est aussi un animal auspicieux, associé au pouvoir royal et à la force, mais aussi par extension à la nation coréenne elle-même, dont la forme est traditionnellement comparée à celle d'un tigre. L'association tigre et pie est un motif de peinture classique dans l'iconographie coréenne et qu'on peut retrouver sur toutes sortes de tableaux, estampes ou sur des poteries, éventails ou paravents. Cette association s'appuie à la base sur une petite fable où une pie sauve les miches d'un bûcheron que le tigre allait croquer malgré l'aide qu'il lui avait apportée. Donc là aussi, vous voyez le motif yin-yang plus la question de la nature du mal, etc. gna gna gna, et du tigre porteur de mort et de la pie sauveuse. Mais le motif est surtout une parabole carnavalesque où l'autorité officielle, incarnée par le tigre, est moquée en donnant à l'animal un rictus grotesque et idiot, tandis que la pie, qui représente le Pékin de base, si je puis dire, incarne le bon sens et la dignité. Ce qu'on retrouve dans la version du film, puisque la pie porte un chapeau de dignitaire officiel qui était prévu pour le tigre, alors que le tigre apparaît comme un matou benet avec une particularité autistique intéressante quand même, qui fait qu'il aime que les choses soient bien en ordre, voire à réparer. Donc ça s'écrit tout seul. Je dirais même plus que l'on pourrait considérer que la pie et le tigre sont une version grotesque, caricaturale et cartoonesque des 2 personnages principaux. La pie et son chapeau et son air plus souvent malicieux qu'autre chose, évoquant Jinou, qui est moqueur, vient du peuple, comme on le sait dans son origin story, et qui porte le même costume, a priori, quand on le découvre et à la fin de l'histoire. Tandis que le tigre souriant et ayant des toques n'est pas loin de faire penser à Rumi, qui par ailleurs, comme je l'avais mentionné plus tôt, porte l'épée du tigre et incarne le pouvoir royal. Donc si tout se passe bien et qu'on a part 2, tout se passerait bien, contrairement à Star Wars où on reste toujours au fond du trou comme Ben. J'aimerais avant de conclure comparer ce projet à une autre franchise a priori sympathique et bien de chez nous, et qui a marché super bien, a priori marche encore bien, et qui est Miraculous Ladybug. D'abord parce que je pense que les créateurs, étant probablement de la même génération, ont baigné à peu près dans les mêmes influences et que leur projet présente de nombreuses similitudes. Thomas Struck a avec succès livré un power fantasy pour petites filles dans un Paris magique qui a de quoi faire rêver à l'international. Macarons, Tour Eiffel, haute couture, musée du Louvre se tirent la bourre avec les mimes Marceau et les péniches. Ça parle romance et ça ne se fait pas frotter dans les brames du RER ni renverser par des vélib à tous les coins de rue. Ça a tous les bons ingrédients du yin-yang, même si ce n'est pas un enemies to lovers, ce qu'on pourrait presque déplorer. J'ai suivi sans déplaisir les premières saisons en compagnie de mes marmots qui appréciaient beaucoup, bizarrement d'ailleurs davantage mon fils que ma fille, en mentionnant d'ailleurs au passage que mon grand dadais a trouvé également très fun le K-pop Demon Hunters, comme quoi ça ne plaît pas qu'aux petites filles. Pour autant, j'ai fini par décrocher, et les marmots aussi, et je n'ai pas aimé les spin-offs ou le film. Ce que je disais au début de mon propos s'applique justement à Ladybug. Le film n'est pas ancré vraiment dans une culture française dont il célébrerait la spécificité. Il l'utilise comme fond de décor ou comme accessoire, mais il n'en fait pas un soft power ni
ne rend hommage à ses légendes ou à son histoire, puisque pour que l'histoire fonctionne, en fait, il a fallu emprunter à la mythologie chinoise et japonaise. Comme les personnages qui sont déguisés, on a un cosplay français, ou ce que les étrangers imaginent de la France, mais ça n'est pas la matrice de l'histoire, parce que c'est une série calibrée mondialiste, qui a versé de plus en plus dans le wokisme et qui est là pour cocher un maximum de cases dans le discours militant. Va-t-on arriver sur un groupe de 20 personnages à avoir toute la panoplie LGBTQ ou récupérer tout le Pokémon de la diversité, et ce de manière d'autant plus problématique qu'on nous vend un groupe d'ados de 14-15 ans et que la série est de base vraiment destinée à du jeune public, voire très jeune. À force de faire dans le spécifique, on finit par ne plus toucher personne, et alors qu'en effet la série pourrait être une fabuleuse façon de promouvoir la France, les agendas woke finissent par prendre davantage le pas. Or ce ne sont pas des valeurs mondialistes que les touristes viennent chercher quand ils visitent un pays, mais de l'authenticité, de la beauté, de l'histoire, des monuments, du passé, de la gastronomie, un art de vivre spécifique, particulier et unique qui mérite en fait qu'on se déplace. Pour revenir sur K-pop Demon Hunters en comparaison à Ladybug, le film, tout en restant dans une norme qui est, comme je le rappelle, la majorité de la population, n'exclut absolument pas l'identification de certaines minorités et utilise même certains des points de revendication propres aux films et séries dites woke, comme quoi ça peut être bien fait, sans barber ni froisser les gens. La question de l'acceptation des différences, par exemple, du fait de défier certaines normes ou conventions, d'avoir à cacher qui on est vraiment par peur du rejet ou de la moquerie, sont des questions qui peuvent toucher tout le monde, mais sont au cœur, a priori, des revendications LGBT, jusqu'à ce bouclier arc-en-ciel de la fin, qui revient pour moi à quelque chose de plus sain. Non pas un militantisme agressif, un communautarisme exclusif et revanchard, mais bien plutôt la création d'une communauté qui ne se définit pas par des préférences sexuelles, une couleur de peau, une religion ou quoi ou qu'est-ce, mais par une humanité partagée où toutes les différences finissent par créer une vraie communauté. Dans le sous-texte, le film reste postmoderne dans l'affirmation que la famille est celle qu'on se crée sur le chemin vu que toutes les familles sont fracassées, aborde la complexité d'être partagée entre deux cultures à travers le cas de Zoé, évoque même la nécessité de ne pas voir l'autre, l'étranger, comme foncièrement mauvais, mais pour autant ne cherche pas à déconstruire, ne cherche pas de méchants autres que l'ennemi intérieur. Alors que les filles sont objectivement des girl boss, on n'a pas le droit à un pénible couplet sur le méchant patriarcat, la lutte contre les garçons est à un niveau classique de bagarre de cour de récré, et la porte n'est pas du tout fermée à une romance ou à une coopération homme-femme. Je dirais même qu'elle reste très ouverte si on a la partie 2. Au final c'est un bon film, comme quoi on peut encore en faire, et son succès devrait être un signal fort aux différentes productions de films d'animation, savoir si ça servira de réveil, mais il semble difficile de réveiller des gens qui font semblant de dormir parce que je sais, vous savez, nous savons et ils savent que toutes les dérives de ces dernières années sont moins des convictions personnelles qu'un plan marketing qui s'est avéré franchement foireux. Je ne peux que vous encourager à jeter un coup d'œil à ce film et à écouter les musiques qui sont vraiment efficaces. Merci d'avoir suivi cet épisode, de liker et partager. Qu'avez-vous pensé de K-pop Demon Hunters si vous l'avez vu? Quelles sont vos théories pour la suite si on en a une? Bisous à mes copines Rélo qui traînent sûrement quelque part dans le coin et je vous souhaite un bel été en espérant vous dire à très bientôt pour du nouveau contenu.